Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle soirée de l'Université populaire d'histoire. Et j'en profite pour saluer un comité de programmation. Il y a une dizaine de personnes qui, depuis 10 ans, des universitaires, des professeurs d'histoire, qui travaillent, qui préparent avec l'équipe du Festival du film d'histoire pour préparer donc cette programmation de 33 soirées. Et parmi ce comité, à l'intérieur de ce comité, il y a Patrick Richet, que j'invite à venir me rejoindre, donc, qui est professeur honoraire d'histoire, de chaire supérieure, qui de manière bénévole, très volontariste, s'implique dans le travail du festival, dans le travail pédagogique du festival, qui est intervenu à de très nombreuses reprises au sein de l'Unipop Histoire à Pessac et même de l'Unipop Art, Littérature et Cinéma. Alors je peux citer quelques soirées qu'il a animées. Pardon ? Quelques-unes seulement, oui. L'Empereur du Japon, Hokusai, Vermeer, Van Gogh, les exilés politiques de la Révolution à la Commune, l'épidémie de choléra de 1832, enfin il y en a au moins une dizaine de plus. Les habitués s'en souviennent, c'était toujours des cours passionnants. Donc merci à toi Patrick Richet donc, pour tout le travail que tu as fourni, et à toi la parole pour nous présenter l'invité de ce soir. Merci beaucoup François. J'ai le très grand plaisir d'accueillir Michel Marian, qui nous fait l'amitié de venir ce soir nous parler de l'Arménie. Et nul autre que lui était capable de le faire aussi bien. Alors, un petit mot sur votre parcours. Vous êtes ancien élève de l'INS rue d'Ulm, ancien élève, alors maintenant il faut dire la défunte ENA, agrégé de philosophie. Vous avez été pendant plus de 20 ans maître de conférence à Sciences Po Paris. Et donc vous êtes aussi au comité de rédaction de la revue L'Esprit. Esprit. Ce soir, donc, vous venez à propos de votre dernier ouvrage, mais il y en a eu un autre avant, en 2015, l'année du centenaire, qui s'intitule « Le génocide arménien, de la mémoire outragée à la mémoire partagée » chez Albin Michel. Et ce soir, donc, il y aura la signature, votre dernier ouvrage, « L'Arménie et les Arméniens, les clés d'une survie » en 100 questions. Voilà, donc nous allons maintenant nous entretenir. Un mot quand même pour remercier l'Unipop d'Histoire, remercier François Aimé, remercier Patrick Richet de cette invitation qui, j'espère, nous permettra d'avancer ensemble dans la connaissance de ce sujet d'actualité, même s'il est aussi un peu intemporel, qui est celui de l'Arménie. Merci à vous et bon entretien à tous les deux. Merci. Alors cet ouvrage est vraiment passionnant. Qu'est-ce qui vous a incité à proposer votre contribution à cette collection au format vraiment assez atypique, en 100 questions? Des questions, il faut en trouver, mais il faut rédiger également les réponses de façon concise, claire. Alors, qu'est-ce qui vous a incité? Alors, il y avait deux défis lorsque j'ai rencontré, comme lecteur, cette collection. C'était d'une part le fait qu'au début, vous verrez la liste des ouvrages, elle était consacrée à ce qu'on pourrait appeler des grands pays. Donc ce n'est pas vraiment le cas de l'Arménie, ce n'est pas un grand pays. Le premier défi était de convaincre l'éditeur qu'un petit pays comme l'Arménie pouvait susciter, disons, 100 questions intéressantes. Et le deuxième défi, c'était justement ce à quoi vous avez fait allusion, c'est-à-dire le fait d'essayer de ramener quelque chose qui est tout de même une richesse culturelle, une richesse historique, à cette cote extrêmement serrée de 100 réponses en 3000 signes pratiquement maximum. 2 pages maximum. 2 pages voilà. maximum pour chaque réponse. Et là, c'était un défi intellectuel qui était assez excitant. Stimulant, voilà. Oui, voilà. Mais alors, le résultat est vraiment concluant. Je citerai juste la première question. Noé, le premier Arménien. Vous voyez qu'on commence très très tôt.
Et puis la dernière, pourquoi l'Arménie est-elle membre de la francophonie? Ça vous ouvre tout l'éventail des questions remarquablement traitées vraiment de cet ouvrage, qui, à mes yeux, est l'équivalent d'une petite encyclopédie portative. Si vous voulez avoir vraiment la quintessence de ce qu'il faut savoir sur l'Arménie, il faut vraiment se procurer ce petit bijou qui est vraiment excellent, complété de cartes, d'une chronologie, d'un glossaire, d'une bibliographie assez conséquente. Vraiment, c'est un excellent ouvrage. Alors, je peux peut-être ajouter, puisque je reprends votre expression que je trouve très pertinente, qui est celle de l'encyclopédie portative, c'était aussi pour moi une envie de faire pour notre époque, enfin 2000, à l'époque où j'ai commencé à le concevoir vers 2018-2019, de faire comme faisaient les marchands arméniens du XVIe siècle, c'est-à-dire profiter de l'imprimerie pour avoir avec eux des sortes de bréviaires qui incluaient à la fois des vérités religieuses propres à l'Église arménienne, puisqu'ils voulaient maintenir leur arménité, mais aussi quelques livres de géographie sur les peuples qu'ils allaient rencontrer, leurs habitudes et le moyen de faire commerce avec eux. Donc tout un patchwork, un mélange, mais qui leur permettait d'être eux-mêmes et de survivre dans des conditions un peu difficiles, puisque marchand au XVIe siècle, ce n'était pas toujours facile. Donc vous vous inscrivez dans la continuité finalement de ces marchands. Alors pour traiter cette longue histoire, vous avez vu qu'il remonte au temps biblique littéralement, nous n'allons pas nous laisser dériver au fil de la chronologie. Il nous faudrait 2 saisons entières de l'Unipop. Alors ça n'est pas notre but. Vous nous avez proposé une autre démarche, il s'agit d'une réflexion partant de l'actuel pour remonter aux sources en nous donnant les clés de compréhension. Voilà donc la démarche que nous allons adopter. J'ai pensé qu'il était préférable, effectivement, aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui où les bruits de la guerre se sont réimposés, où l'Arménie, d'une façon ou d'une autre, est dans l'actualité, qu'il était peut-être plus intéressant de parler d'abord de cette actualité que nous avons tous plus ou moins en partage, et ensuite de remonter à des racines, à des sources plus anciennes. Alors d'abord, quand on parle d'Arménie, eh bien, où la situer? De quel territoire parle-t-on? Non, là... non. On va y arriver. Voilà. Ouais. De quel territoire parle-t-on? Voici donc une carte qui nous permettra de comprendre davantage sa situation. La carte, elle permet déjà, je pense pour tout le monde, de situer la région du monde au sein de laquelle on peut, à certains moments de l'histoire, trouver l'Arménie, à d'autres moments d'ailleurs ne pas la trouver, mais trouver des souvenirs d'elle. C'est vraiment à la charnière de l'Europe et de l'Asie. Ça, c'est pour parler d'ouest en est, et pour parler du nord au sud, le Caucase d'un côté et les territoires de la Syrie, de l'Irak, c'est-à-dire les plaines du Tigre et de l'Euphrate de l'autre. Alors c'est un territoire qui a connu au fond bien des aléas, une géographie variable finalement. Tantôt ce territoire se dilate, se rétracte, voire disparaît en tant qu'entité étatique, mais les Arméniens sont toujours là, eux. Même si l'État, lui, disparaît. Alors on parle de Grande Arménie aussi, de Petite Arménie, qui correspond à la Cilicie, je crois. Donc c'est ça, il faut avoir en tête l'idée d'un territoire qui ne recouvre pas exactement toujours les mêmes espaces, mais dont les habitants sont toujours présents, eux, disons, dans ce périmètre que vous avez tracé. Alors,
évidemment, ces cartes, comme la plupart des cartes, sauf celle d'état-major, ne montrent pas les reliefs. Donc on ne peut pas voir que le cœur de l'Arménie, au-dessus du lac de Van que vous voyez là au milieu, ce sont des vallées et des montagnes hautes, des vallées profondes qui définissent à la fois une aire de peuplement principal, mais en même temps une source de convoitise pour des empires dont les capitales sont beaucoup plus lointaines. Et l'Arménie a été, cette Arménie-là, celle du début, celle de l'Ararat, celle de Noé, elle a été déchirée très tôt dans l'histoire entre l'Empire de l'Ouest et l'Empire de l'Est. Ce qu'on va appeler l'Empire de l'Ouest, c'était d'abord les Grecs, puis les Romains, puis les Byzantins, et l'Empire de l'Est, c'était d'abord les Perses, puis les Arabes, puis les Turcs. Et l'Arménie a été divisée comme territoire entre les deux, soit amputée de ses bords, soit carrément détruite comme entité officielle, géographique, administrative. Mais les Arméniens, ce qu'on appelle les Arméniens, ont toujours maintenu une fidélité d'appartenance à cette origine. Et cette fidélité d'appartenance, on y viendra, je pense, beaucoup plus tard, elle doit beaucoup à l'Église et au christianisme que les Arméniens ont adopté, mais il faut aussi dire que dans des textes très anciens, sans même nécessairement une référence au fait de devoir défendre la foi chrétienne, il y a une sorte de fidélité au nom de l'Arménie, à l'ancienneté de l'Arménie, une déploration de l'Arménie qui a cessé d'être, mais qui existe dans le cœur de ses habitants. Ça, c'est très ancien comme réflexe, et c'est ça qui m'a permis aussi d'aller dire à l'éditeur: l'Arménie, c'est petit, évidemment, plus que la Turquie, plus que la Perse, plus que la Russie, mais si on compte plutôt les Arméniens, alors là, ça déborde, c'est beaucoup plus grand et ça mérite un livre. Très bien. Alors, vous dites justement dans votre livre, que alors maintenant on parle de l'actuel, que l'Arménie avait commencé l'année 2020 dans une sorte d'euphorie, une certaine euphorie, et que l'année, malheureusement, s'est terminée beaucoup plus tristement. Oui, une sorte d'euphorie parce que en 2018, l'Arménie avait réussi une révolution sans aucune violence qui avait porté au pouvoir un gouvernant qui avait un attachement dont il avait montré d'ailleurs l'efficacité lors de ces manifestations sans violence, un attachement à la démocratie. L'Arménie avait fêté son appartenance à la francophonie la même année, l'année 2018, en recevant le sommet de la francophonie, c'est-à-dire plus d'une soixantaine de pays. C'est la première fois que l'Arménie recevait autant avait une manifestation d'une ampleur internationale aussi grande. Et un certain nombre de clignotants, comme on dit, se mettaient au vert du point de vue, d'une part, du nombre d'émigrants, de jeunes qui quittaient le pays. Et bien, ce nombre commençait à diminuer. Les exportations commençaient à reprendre, en particulier dans le domaine agroalimentaire. L'idée d'une start-up nation ne paraissait pas si éloignée. Il y avait beaucoup d'Arméniens qui fondaient des petites entreprises d'informatique ou des entreprises sur le net, bénéficiant de l'appui de la diaspora, avec des joint ventures entre Arméniens d'Amérique, par exemple, et Arméniens d'Arménie. Bon, beaucoup de signes étaient extrêmement positifs. Et puis, vers la fin de l'année, la guerre a éclaté. Elle a été déclenchée par l'Azerbaïdjan qui voulait récupérer le Karabakh, cette région qui était disputée entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, mais que l'Arménie avait gardée en 20 ans avant, dans une guerre qui s'était terminée en 1994. Et cette guerre, celle de 2020, elle s'est terminée par une défaite assez terrible de l'Arménie. Et à nouveau, tous les sentiments se sont retournés, ils sont repassés de l'espoir à la peur, et comme une sorte de malédiction qui fait que ce pays ne peut jamais longtemps être heureux. Oui. Alors, un cessez-le-feu
est intervenu après cette guerre éclair de 44 jours qui a fait quand même environ 6000 morts et aussi tout un cortège de réfugiés, ce qui, évidemment, dans l'esprit des Arméniens, rappelle des souvenirs extrêmement difficiles à vivre. Les clauses du cessez-le-feu sous l'égide tardive de la Russie sont synthétisées par cette carte. C'est-à-dire que l'Azerbaïdjan récupère un certain nombre de districts, qu'est instauré un corridor, le corridor de Latchine, pour relier le Karabakh à l'Arménie. Et enfin, les Russes sont garants de cette situation, disons, et sont présents, je crois, pour 5 ans, mais avec un mandat renouvelable éventuellement. Alors, cette situation amène évidemment des questions. Quelles sont les causes de ce conflit et que représente le Karabakh pour les Arméniens? Alors, avant de répondre peut-être à ces deux questions, peut-être quelques précisions sur la fin de la guerre des 44 jours, l'armistice, ou alors peut-être après. Je ne sais pas ce qui vous paraît le plus naturel. Non, parce que j'ai quelques modifications à apporter ou quelques points d'insistance à donner sur cet accord de cessez-le-feu. Il a eu lieu, donc, signé entre la Russie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et il a été extrêmement, non seulement douloureux, mais très dur, objectivement dur pour l'Arménie. Parce qu'il est vrai que l'Azerbaïdjan avait gagné la guerre, avait avancé sur le front, sur les deux fronts du Karabakh, au nord et au sud. Mais les termes de la paix qui a été imposée par la Russie sont encore plus durs. C'est-à-dire que non seulement l'Azerbaïdjan a récupéré les territoires qu'il avait reconquis militairement, mais en plus l'Arménie a dû redonner à l'Azerbaïdjan des territoires qu'elle n'avait pas perdus sur le terrain. Et en particulier ce sur quoi vous avez insisté vous-même, c'est-à-dire le corridor de Latchine, qui était le corridor qui assurait la continuité territoriale entre l'Arménie et le Karabakh. Désormais, ce sont les forces russes qui autorisent ou interdisent le passage dans ce corridor. Voilà, ça c'était un point pour préciser la dureté de l'armistice. Alors d'où vient ce conflit? Eh bien, disons que la cause principale, la cause générale, c'est que du 19e au 20e siècle, et en particulier à la faveur de la guerre de 14-18, on est passé d'un régime d'empire à un régime d'État-nation dans cette partie du monde. Jusqu'en 1918, on avait l'Empire ottoman, on avait l'Empire perse, on avait l'Empire russe. Et puis ces empires se sont écroulés pendant la Première Guerre mondiale, avec évidemment l'aide des États-nations de l'Ouest qui ne souhaitaient pas que ces empires perdurent. En ce qui concerne l'Empire russe, il a ressurgi ensuite sous la forme soviétique, mais il est passé pendant un court moment, entre 1918 et 1921-22, par un éclatement et une constitution d'État-nation sur lequel l'Empire soviétique n'est pas revenu. Il y a eu constitution d'État-nation, mais avec évidemment un parrainage de cette nouvelle répartition par Moscou et par le Parti communiste russe qui avait déjà pris le pouvoir. Donc c'est Moscou qui a fait les arbitrages, Moscou et notamment Staline, qui était secrétaire aux nationalités, qui a fait l'arbitrage dans cette région. Un Géorgien qui connaissait bien. Ça l'a aidé, je pense d'ailleurs, à prendre tout le pouvoir, parce qu'il avait une connaissance des problèmes nationaux qui étaient nombreux. Il n'y avait pas que celui du Karabakh dans l'ancienne Russie, à côté des autres communistes qui, eux, n'y connaissaient rien. Donc Staline avait, en Transcaucasie, à régler un problème entre Arméniens et Azéris, le peuple de l'Azerbaïdjan, sur 3 régions où les deux peuples étaient présents, mais dans des proportions différentes. Le Nakhitchevan, qu'on voit peut-être,
qui est là, voilà, en bas à gauche, le Nakhitchevan, il y avait une majorité de 70% d'Azéris, a été donné à l'Azerbaïdjan, même si, comme vous le voyez, géographiquement, le Nakhitchevan n'est pas en continuité territoriale avec l'Azerbaïdjan, puisqu'au milieu, il y a l'Arménie, et donc il pourrait y avoir le corridor dont on parle maintenant. La deuxième région qui a été attribuée, c'est ce qu'on appelle le Zangezur, qui est une langue de terre qui n'est pas identifiée comme telle là, mais qui réunit l'Arménie à l'Iran. Et le Zangezur était peuplé majoritairement d'Arméniens, il a été attribué à l'Arménie. Restait la troisième région, la plus petite, celle du Karabakh, dont nous parlons depuis maintenant quelques minutes. Et le Karabakh, lui, avait 90% d'Arméniens, donc il était majoritairement arménien. Le statut qui lui a été donné a été un statut très particulier, une région autonome rattachée à l'Azerbaïdjan. Rattachée à l'Azerbaïdjan pour des raisons de continuité territoriale, mais sachant qu'il n'était distant de l'Arménie que de 30 km, et rattaché à l'Azerbaïdjan, mais région autonome, ça veut dire bénéficiant d'un certain nombre de droits. Ces droits, c'était celui d'élire un soviet, et donc d'avoir une forme de représentation qui lui permettait éventuellement de recourir auprès de Moscou contre sa république d'appartenance, de tutelle, qui était l'Azerbaïdjan. Alors le problème, c'est que les Arméniens n'ont pas accepté ça. Ils n'ont pas accepté parce qu'ils étaient là depuis des siècles et des siècles. Ils ne voyaient pas pourquoi ils auraient remis une région qui était à 20 km de l'Arménie et qui était très majoritairement peuplée d'Arméniens à l'Azerbaïdjan. Et chaque fois qu'il y a eu des crises en Union soviétique, ça peut être différents types de crises. Ça peut être en 1936, la Grande Purge. Ça peut être en 1945, le retour, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la victoire et donc peut-être de nouvelles possibilités qui s'ouvraient. Ils ont fait savoir, soit par des courriers, pas de manifestations bien sûr, mais des courriers ou des courriers signés des soviets locaux qu'ils réclamaient le rattachement du Karabakh à l'Arménie. Voilà ce qui s'est passé en Union soviétique jusqu'en 88. Quand il y a eu la perestroïka, j'essaye d'aller plus vite maintenant, évidemment, c'était une occasion beaucoup plus forte que toutes les autres. Ils ont fait pareil au début, c'est-à-dire ils ont envoyé des courriers officiels qui n'ont reçu aucune réponse ni de Gorbatchev ni enfin de Moscou en général. Et à ce moment-là, ils ont donc fait des manifestations. Ils ont fait des manifestations au Karabakh, ils ont fait des manifestations en Arménie. Alors des manifestations comme il n'y en avait jamais eu, même en Union soviétique en général, avec 1 million de personnes à Yerevan. Et là encore, ça n'a rien donné. Et progressivement, il y a eu comme réponse des Azéris, mais encore sous période communiste, des pogroms qui ont eu lieu dans 2 ou 3 villes d'Azerbaïdjan. Celui qui est resté emblématique, c'est le pogrom de Sumgait, qui a eu lieu, alors lui très tôt, le 28 février 1988. Mais après, on a franchi successivement des pas dans la violence jusqu'à une guerre complète entre des États qui étaient devenus entre-temps indépendants, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et qui s'est soldée par la victoire de l'Arménie. C'est ça. D'accord. Alors, qu'est-ce que révèle finalement la reprise de ce conflit qui, on le voit, est ancien finalement, puisqu'il y a eu déjà une première guerre. Qu'est-ce qui révèle cette reprise de conflit sur les équilibres géostratégiques de la région ? Alors, pourquoi ça se rallume alors que, depuis 1994, les choses étaient restées en état? Alors, elles étaient en état, oui, mais elles n'étaient pas pacifiées. Oui. C'est-à-dire que il n'y avait qu'un cessez-le-feu. Oui, voilà, le cessez-le-feu n'avait été suivi d'aucun succès diplomatique en termes de règlement du conflit, malgré la nomination au sein de l'OSCE, l'organisation européenne où sont réunis à la fois les anciens pays de l'Union soviétique et puis les pays de l'Union européenne et l'Amérique, et les États-Unis et le Canada. Pas de progrès, et un Azerbaïdjan qui, dans cette période, d'une part, répète à longueur de temps qu'il n'accepte pas cette situation sur le terrain,
Et donc que s'il n'y a pas de progrès diplomatique, il prendra les armes pour changer la situation. Donc ça, c'était quelque chose qui était clair depuis au moins, peut-être pas 94 même, mais depuis l'an 2000. Et par ailleurs, il y a eu dans les dernières années, c'est peut-être ça qui a fait bouger les choses, des évolutions géopolitiques. C'est-à-dire que notamment la Turquie, gouvernée par Erdogan, est devenue de plus en plus, je dirais même pas agressive, mais ambitieuse géopolitiquement, prête à déplacer des équilibres un peu partout pour montrer qu'elle était une puissance dominante à un niveau régional. Et donc la Turquie a encouragé l'Azerbaïdjan, envoyé des formateurs militaires, des armes aussi. Envoyer des armes, les fameux drones, ouais. Et enfin pris un certain nombre de mesures de ce type qui ont laissé la Russie dans une situation assez délicate, parce que la Russie est alliée de l'Arménie dans le cadre du pacte militaire qui a succédé au pacte de Varsovie, mais qui évidemment infiniment moins étendu que le pacte de Varsovie, mais souhaite quand même maintenir une position neutre ou équitable entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Elle ne souhaite pas disparaître de l'Azerbaïdjan. Donc la Russie a un peu, on peut le penser, laissé faire l'Azerbaïdjan jusqu'au moment où l'Azerbaïdjan a conquis ce qui pour lui était le plus important, la ville de Chouchi, dont vous avez parlé tout à l'heure. Et là, la Russie a imposé un cessez-le-feu qui lui convient également, puisqu'il lui apporte la possibilité, par le biais de cette force d'interposition, d'être à nouveau en Azerbaïdjan, ce qu'elle n'était plus depuis 1991. Donc la Russie je pense, mais personne n'est sûr de l'interprétation qu'il faut donner à ce basculement géopolitique. Mais moi, j'aurais tendance à dire qu'elle a été obligée de laisser la Turquie prendre un peu plus de poids dans le Caucase, comme la Turquie en a pris en Syrie, mais dans un jeu qui est un jeu avec la Russie, qui n'est pas un jeu purement antagonique, qui est un jeu aussi de partenariat. Et la troisième puissance régionale, qui est l'Iran, a été un peu baladée, si j'ose dire, dans cette affaire. Les Iraniens sont plus amis traditionnellement avec les Arméniens parce que les uns comme les autres craignent l'Azerbaïdjan. Alors l'Iran, pas pour les mêmes raisons, mais parce qu'il a peur que l'Azerbaïdjan ait des ambitions sur la partie nord de l'Iran, où la population parle... Les Azéris sont chiites Oui, chiites. La majorité d'entre eux est chiite. Et la langue est turcophone. C'est la même langue qui est au nord de l'Iran. Et donc l'Iran a peur d'un rayonnement trop grand de l'Azerbaïdjan sur sa province nord. Donc il a essayé de ménager la chèvre et le chou, mais il est maintenant assez inquiet. Il est maintenant assez inquiet des derniers développements, puisque, en fait, on se retrouve dans une situation un peu symétrique de celle qui avait prévalu pendant les 20 années précédentes. Cette fois, c'est l'Azerbaïdjan qui a gagné du terrain militairement, mais est fait comme s'il n'y avait plus de problème du Karabakh, il n'y avait plus de raison d'avoir une guerre, il fallait juste ouvrir de nouveaux corridors. Et l'Arménie n'accepte pas cette situation. Elle veut la paix, mais elle veut une paix qui reconnaisse d'une façon ou d'une autre un statut aux Arméniens du Karabakh. Très bien. Alors, évidemment, la vulnérabilité de l'Arménie, on l'a compris, la hantise de perdre une terre ancestrale réactive le traumatisme du génocide. Chaque année, la date du 24 avril est commémorée à la fois en Arménie, mais aussi dans toutes les communautés arméniennes de par le monde. Alors, à quoi correspond cette date ? Enfin, le 24 avril 1915, que s'est-il passé ? Et qu'est-ce qui a suivi dans l'année qui ensuite ? Bon, je oui. une demi-pause de silence, parce qu'on va bouger, quoi, en termes de date. Oui, oui, on ça... va vraiment bouger, là.
Non, mais on était dans une forme de technicité assez peut-être trop grande, je m'en excuse, sur les questions diplomatico-militaires. Et là, on arrive plus de 100 ans en arrière. Alors, plus de 100 ans en arrière, on était encore dans le cadre de l'Empire ottoman. Et un empire ottoman qui était en train de vivre ce que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire le passage d'un empire multiethnique, multiconfessionnel, même s'il reposait sur une religion dominante qui était l'islam, à un État-nation, avec des hésitations de la classe dirigeante de l'Empire ottoman sur quel État-nation faudrait-il faire succéder à l'Empire ottoman, et notamment est-ce que ce serait un État-nation ottoman, c'est-à-dire libéral et accordant les mêmes droits à toutes les minorités, ou bien est-ce que ce serait un État-nation homogène. Et homogène, qu'est-ce qu'il y avait comme solution? Il y avait essentiellement un État-nation qui fasse référence à l'identité turque pré-islamique, l'identité turque d'Asie centrale. Et progressivement, c'est ce deuxième courant qu'il a emporté et qui a décidé, alors qu'il avait renversé le sultan 7 ans avant, en 1908. Oui, c'est ça, 1908. Il avait renversé le sultan avec l'aide des Arméniens. Les Arméniens, évidemment, avaient beaucoup souffert de ce sultan qui avait envoyé régulièrement des troupes faire des pogroms contre les populations arméniennes. Il s'était allié à ceux qu'on appelait les jeunes Turcs pour arriver, sinon à une république, du moins à une monarchie constitutionnelle. Eh bien, malgré cela, les jeunes Turcs ont estimé que pour parvenir à un État-nation homogène, efficace, il fallait que les Turcs soient les seuls sur la terre dont ils pensaient qu'ils pourraient la garder, la seule qu'ils pourraient garder, non pas les États balkaniques, qui avaient tous commencé à disparaître de l'orbite ottomane, non pas les pays arabes, sur lesquels les Occidentaux avaient des vues, mais l'Anatolie. On la voit, l'Anatolie. Ce qu'on appelle aussi l'Asie mineure. Oui, dans les qu'on anciens appelait l'Asie mineure. Et de cette Anatolie, il fallait faire disparaître les Arméniens et également, accessoirement, d'autres chrétiens comme les Grecs et les Assyriens. Combien étaient les Arméniens à l'époque, les statistiques étaient quand même oui, et aussi biaisées politiquement. Oui. Donc, on pense qu'ils étaient autour de 2 millions, peut-être un peu plus avant les grands massacres de la fin du 19e, un peu moins au moment de 1915. Néanmoins, entre 1908 et 1915, même si les jeunes Turcs avaient pris les décisions que j'ai dites, ils les avaient prises dans des enceintes secrètes, et les Arméniens ne se doutaient pas que la situation était si grave pour eux. Ils s'en sont rendus compte donc ce 24 avril, lorsque la Turquie était entrée en guerre aux côtés de l'Allemagne et de l'Autriche quelques mois avant, en novembre 2014. Et le 24 avril, à Istanbul, enfin à Constantinople, la capitale, a été publié un décret d'arrestation de plusieurs centaines d'intellectuels arméniens. Alors il y avait quelques militants politiques, mais il y avait surtout beaucoup d'intellectuels, d'écrivains, etc., lesquels ont été emmenés vers l'est de la Turquie, et la plupart ont été tués dans les quelques semaines qui ont suivi. Quelques-uns ont survécu, mais la plupart ont été tués. Et après cette date, du 24 avril, il y a eu, à partir du mois de mai, grande ville par grande ville, des ordres de déportation, mais de toutes les familles, là, pas simplement des intellectuels ou des militants de partis. Et c'est là que les hommes, le processus, la procédure, si on peut dire, la plus courante a été de séparer à la sortie des villes les hommes des femmes et des enfants. Les hommes étaient ensuite massacrés
presque immédiatement dès qu'on arrivait à la campagne, et les femmes et les enfants étaient mis dans des convois qui devaient aller à pied jusque dans les déserts de Syrie. Donc la plupart sont morts non seulement d'épuisement, mais aussi pour beaucoup de mauvais traitements, d'assassinats, à la fois par des bandes nomades kurdes, mais aussi par des repris de justice qui avaient été organisés en force spéciale à cette fin. Et peu d'entre eux ont réussi à arriver jusqu'en Syrie. Et là encore, il y a eu des camps dans lesquels on les a mis et qui étaient aussi des camps d'extermination. Pas par des chambres à gaz, pas par des moyens technologiques, mais à nouveau par épuisement, harassement, torture, etc., etc. Ce qui fait que, puisqu'on était au chiffre de 2 millions, on pense que 1 million à peu près, les historiens ne sont pas encore d'accord vraiment là-dessus, et ils ne le sont pas aussi parce que les archives turques ne sont pas véritablement ouvertes. 1 200 000 Arméniens auraient été tués, 300 000 auraient été convertis, donc notamment des enfants mais des femmes aussi, et 300 000 auraient fui vers l'Arménie de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire l'Arménie russe dont on parlait tout à l'heure. Alors si vous faites le compte, il manque 200 000, mais on est obligé, on ne peut pas être précis à 200 000 près. Alors ce que les Arméniens appellent le grand crime pendant longtemps, est-ce qu'il est le prolongement ou est-ce qu'il est différent des massacres antérieurs? Alors, il y avait eu des massacres, vous en avez parlé à l'époque du sultan Abdulhamid II. On appelle ça les massacres hamidiens entre 1892 et 1894. Et puis, après le coup d'État des jeunes Turcs, il y avait eu aussi un pogrom important à Adana en 1909. Donc, qu'est-ce qui fait que là, on est dans un processus nouveau? Ou est-ce que c'est le prolongement finalement de ce qui se pratiquait déjà? Alors, je ne prétendrai pas que tout le monde est d'accord là-dessus. Donc je vous répondrai, pour moi, je pense que c'est nouveau. Oui. Ce qui se passe en 1915 est nouveau. Bien sûr, il y a eu des pogroms, de nombreux pogroms regroupés et, qui correspondaient à l'intention, à un plan du sultan Abdulhamid dans les années 1894-96. Mais les pogroms de Abdulhamid avaient porté un message qui était les Arméniens, cessez de vous pousser du col, soyez plus modestes. C'est pas parce que nos lois maintenant parlent d'égalité civile que vous devez vous croire tout permis. Et donc c'était ce qu'on appelle un avertissement, avec appuyé sur des moyens un peu sauvages, mais plutôt un avertissement, pas une volonté d'exterminer ou en tout cas de faire disparaître les Arméniens de l'Anatolie. Or, c'est ça qui va se passer en 1915. Un mot sur 1909, parce qu'on en parlera peut-être encore à propos de Zabel Saillant. En 1909, donc, le sultan Abdulhamid a été renversé un an avant. Et les jeunes Turcs sont au pouvoir avec les Arméniens comme alliés. Et puis au mois de, je crois que c'est avril, je ne me souviens plus la date exacte, il y a une révolte qui a lieu à Constantinople pour remettre le sultan au pouvoir. La révolte échoue, mais juste après, il y a à Adana, qui est sur la Méditerranée, qui est la capitale à l'époque, enfin on peut appeler ça la ville principale de cette région de la Cilicie dont nous reparlerons, où il y a beaucoup d'Arméniens, des Arméniens qui n'ont pas du tout été inquiétés dans les massacres des années 94-96 et qui sont vraiment le symbole là, des Arméniens qui ont prospéré pendant tout le 19e siècle avec le coton, avec pas mal de produits d'exportation. Et le quartier arménien est victime d'attaques comme l'avaient été d'autres villes en 1894. C'est-à-dire qu'il y a des
des gens dont on ne sait pas très bien d'où ils viennent, qui se regroupent et qui commencent à mettre le feu à des maisons arméniennes. Enfin bon. Et le gouvernement jeune turc donc, décide d'envoyer la troupe, et la troupe, au lieu d'arrêter les émeutiers, pactise avec eux et détruit complètement, au point qu'on a compté à 30 000 morts arméniens. Donc là, on voit bien que les jeunes Turcs sont vraiment tentés quand l'occasion se présente, même s'ils n'ont pas du tout revendiqué à cette époque-là. Ils n'ont pas du tout revendiqué le massacre d'Adana, mais il est clair que ce n'est pas uniquement les soutiens de l'Ancien Régime qui l'ont déclenché. Et alors, en 1915, là, l'opération a réuni beaucoup plus d'éléments, comment dire, elle est beaucoup plus claire. C'est-à-dire qu'il y a un aspect systématique. Il y a un aspect systématique dans le déroulement, c'est-à-dire que toutes les villes, je l'ai dit tout à l'heure, ont la date à laquelle elles reçoivent l'arrêt de déportation. Les procédures qui sont mises en place sont les mêmes partout. Et on sait que Talat, qui est le ministre de l'Intérieur et qui va devenir grand vizir quelques années après, que Talat reçoit par des télégrammes chiffrés tous les soirs des comptes rendus de ces sbires, qui sont soit des officiels, soit des officieux, et qui lui disent quel est l'état de la population arménienne survivante. Donc il suit ça d'extrêmement près pour arriver effectivement à une élimination. Et parallèlement, il y a un travail de communication qui lui aussi est très cohérent et qui consiste à dire que les Arméniens font le jeu des Russes, qui sont alliés aux Russes dans une situation de guerre, que ce sont donc des traîtres qu'on doit éloigner des zones de front. Et ce travail de communication, il est destiné essentiellement aux alliés allemands de la Turquie, pour que les Allemands, qui eux sont les seuls occidentaux en fait à rester en Anatolie, qui pourraient témoigner, mettre des bâtons dans les roues, etc., ne le fassent pas. Certains l'ont fait quand même. Oui, parce que les témoignages, en réalité, sont nombreux. Des témoignages même antérieurs à 1915, à propos justement du massacre d'Adana. Il y a le témoignage en particulier de Zabel Essayan, une très belle figure de la culture arménienne. Est-ce que vous pouvez nous en dire vraiment quelques mots, parce que le temps alors, passe. Zabel Essayan, c'est la plus grande romancière arménienne de la période, disons, moderne. Très influencée imbibée, je voulais dire, de culture française. Elle a fait des études à la Sorbonne. Dans ses romans, il arrive qu'elle écrive de nombreuses pages en français, un peu comme Tolstoï, c'est-à-dire elle est très représentative de cette culture de la bourgeoisie arménienne ottomane qui était principalement française. Et donc, d'où le clin d'œil ensuite avec cette francophonie de la 100e question, c'est-à-dire qu'il y a eu une francophonie arménienne qui a été décimée au moment du génocide, et maintenant on essaye de reconstruire. Zabel Essayan, donc c'est une femme de lettres qui excelle dans le roman psychologique, un peu, j'allais dire, confortable. Et puis arrive le massacre d'Adana, et le patriarcat arménien lui donne la mission d'aller 3 mois après, d'aller faire un relevé de ce qui s'est passé, un compte-rendu. Et elle arrive là-bas, elle rencontre les gens, et elle fait un texte qui est un texte magnifique, mais évidemment terrible, qui est le premier texte de littérature, il y en aura d'autres au XXe siècle, de littérature sur les crimes de masse, de littérature de... Oui. Et en particulier, bon, elle voit des orphelins, elle voit des veuves, elle voit elle arrive à exprimer la souffrance qu'il y a dans les yeux de ces personnes, de ces rescapés, d'une telle façon qu'ensuite, elle va effectivement se sentir obligée, 10 ans après, en 1919, alors qu'elle a réchappé un peu miraculeusement aux ordres de déportation du 24 avril, elle va
consacré les années 18-19 à rencontrer des rescapés du génocide, cette fois, alors qu'elle n'a pas subi le génocide directement, pour les aider à écrire leurs témoignages de ce qu'eux ont vécu, mais en 1915. Parce que des témoignages, il y a ceux dont vous venez de parler, mais il y a aussi des rapports diplomatiques, il y a des témoignages de pasteurs protestants, il y a des milliers de photographies, et pourtant, en dépit de ces témoignages, la mémoire du grand crime se perd à peu près pendant 50 ans. Comment l'expliquer ? Alors je ne reviens pas, vous avez raison, sur les témoignages, notamment des témoignages d'un photographe allemand, Wegener, puisque les Allemands, l'avantage des Allemands, et pendant un temps plus court des Américains, est qu'eux étaient restés sur place. Les Anglais et les Français étaient chassés. En tant qu'ennemis, ils ne pouvaient pas être là. Mais les autres, les Allemands, les Autrichiens, ont beaucoup de leurs diplomates ont témoigné. Et quand on dit, on comprend très bien la procédure de décret de déportation, liquidation des biens, séparation des hommes et des femmes, tout ça, c'est grâce en particulier à ces témoignages d'Occidentaux qui étaient présents. Alors, pourquoi ça s'est perdu ? Alors, je ne dirais pas que ça s'est perdu, mais pendant la période entre les deux guerres, il y a eu d'autres priorités qui se sont imposées. C'est-à-dire, d'un côté, les Arméniens qui étaient en Arménie devenue soviétique, eh bien, leur priorité était de construire ce pays, qui est un pays pour eux, pour beaucoup d'entre eux, tout neuf, parce que j'ai dit donc que 300 000 étaient venus de l'Empire ottoman, mais il y a aussi ceux qui étaient venus de Géorgie, d'Azerbaïdjan. Enfin, avant cette date, Yerevan, la capitale actuelle qui fait 1 million d'habitants, c'était une bourgade de 30 000 habitants. Donc tout était à faire. Tout était à faire et de toute façon, c'était pour les communistes, le plus important, c'était de signifier qu'il y avait de l'espoir qu'on pouvait construire dans la fraternité des peuples, au lieu de rappeler les contentieux entre Arméniens et Turcs. Les Arméniens de l'Empire ottoman rescapés, ceux-là sont allés en diaspora dans différents pays, dont la France. Et là, leur priorité a été de s'intégrer. Ils sont arrivés, beaucoup d'entre eux, comme des ouvriers. Il a fallu qu'ils montent l'échelle, qu'ils s'intègrent à un pays qu'ils connaissaient très mal. Donc là aussi, c'était pas le fait de remémorer le génocide n'était pas quelque chose de prioritaire. Donc ce qui s'est passé, c'est que et puis le temps qui fait son œuvre, dans les années 20. Tout le monde se souvenait que c'était le plus grand crime de la guerre. Après arrivent les années 30, avec leur lot de peur, leur lot de criminels d'État au pouvoir, et on oublie un peu les Arméniens. Alors tout le monde ne les oublie pas, puisque par exemple, le concepteur de la notion juridique de génocide, qui est le juriste polonais d'origine juive Raphaël Lemkin, lui a étudié, il est allé à Berlin au moment du procès. En 1921. Voilà, oui. Au moment du procès du militant arménien qui avait tué Talat, l'organisateur du génocide. Il est allé assister au procès, il a commencé à se familiariser avec la question du crime commis contre les Arméniens, et ça l'a aidé à catégoriser ensuite les types de violences collectives. Et ce qui fait que lorsque le tribunal de Nuremberg s'est réuni et les Nations Unies, il avait ces concepts, ces catégories-là se sont imposées grâce au travail qu'il avait pu faire sur les Arméniens. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'espace public et même diplomatique, il n'y a plus à ce moment-là de questions arméniennes. Ça va revenir plus tard. Ça surgit, alors ça revient. La première manifestation en fait publique du souvenir, c'est le 24 avril, évidemment, toujours cette date, 1965. Mais la notion alors cette manifestation a lieu à Yerevan, avec l'écrit justice, notaire, mais pas encore le terme génocide. Il faut encore attendre presque une dizaine d'années, c'est au milieu des années 70, que les Arméniens s'emparent vraiment de ce mot.
Alors là encore, on peut dire que ça a été progressif. C'est-à-dire que lorsque le tribunal de Nuremberg pour la première fois a été convoqué, dans le journal arménien de Paris qui s'appelle Harac, qui veut dire en avant, l'éditorialiste, j'allais dire phare du journal, un journal qui est écrit uniquement en alphabet arménien, et bien là, pour la première fois, apparaît dans ce journal en caractère latin génocide. Ce qui est avec une colonne qui dit, qui se félicite de la décision de créer un tribunal pour condamner les crimes de masse commis par les nazis, mais rappelle qu'il y a aussi d'autres crimes de masse qui ont été commis pendant la guerre de 14 et qui devraient aussi être punis. Donc là, il y a de la part de quelques analystes, disons visionnaires, l'idée de cette comparaison, de la possibilité de la comparaison. Ensuite, mais c'est vrai qu'on reste encore dans le monde de la guerre froide. Enfin, on n'a pas. C'est difficile de rassembler tous les Arméniens autour d'une idée. Et puis ensuite, ce qui s'est passé, c'est que l'ONU elle-même a commencé à travailler sur le concept de génocide. Elle est arrivée à la qualification d'imprescriptibilité pour le génocide. Ça a fait penser aux Arméniens que peut-être malgré le temps passé, eh bien, il y avait encore une légitimité à agir juridiquement, puisque imprescriptible est ce type de crime. Et c'est comme ça, progressivement, que les choses ont bougé. Elles ont bougé aussi parce qu'il y a une sorte d'ouverture géopolitique, c'est le fameux dégel dans les années 60. Et c'est pour ça que les Arméniens d'Arménie font la plus grosse manifestation de l'époque, mais en phase avec les Arméniens de la diaspora et sur une date qui était qui jusque-là n'avait pas compté en Arménie soviétique et qui est une date, par contre, que maintenait l'Église arménienne comme date symbole de la souffrance. Alors cette bataille pour la reconnaissance du génocide des Arméniens, donc on vient de le dire, commence vraiment au milieu des années 70 et elle est contemporaine de la prise de conscience de son arménité par une nouvelle génération, soit la deuxième, soit la troisième après la diaspora souvent. Et vous appartenez vous-même à cette génération puisque vous dites que vous êtes entré en Arménie finalement en arménité, pardon, pas en Arménie, en arménité, à 25 ans précisément, donc ça correspond à cette date-là. Et vous dites que la question du génocide est la façon de s'approprier justement l'arménité. Oui, c'est-à-dire que ce que j'appelle troisième génération, enfin c'est pas de moi ça, c'est tous les sociologues ont développé des théories de troisième génération pour des tas d'ailleurs de diaspora, pas seulement les Arméniens. Cette troisième génération, c'est celle qui bénéficie de l'effort d'intégration de ses parents et malgré tout aussi de la présence vivante comme lien, comme pont, comme cœur de transmission de ses grands-parents. Hein. Les grands-parents sont là comme les témoins de l'ailleurs dont on vient. Les parents ont permis l'intégration et les enfants disent « mais nous, on est français comme les autres, mais on a quand même des choses à dire qui, en termes de valeurs, correspondent aux valeurs universelles qui sont défendues par nos pays occidentaux. » Et de ce point de vue-là, le génocide, ce type de crime commis à partir d'une vision ultranationaliste, raciste, c'est quelque chose qui peut être condamné au nom d'une morale universelle, qui doit être condamné au nom d'une morale universelle. Et ça permettait effectivement à cette génération qui était la mienne de mobiliser des efforts pour une cause particulière, en sachant que cette cause recelait aussi sa part d'universalité. Alors, la bataille est difficile, elle a connu des temps de violence avec la Sala, on ne va pas épiloguer, l'armée secrète arménienne pour la libération de l'Arménie, qui organisa plusieurs attentats. Cette bataille pour la reconnaissance du génocide a connu, alors au plan gouvernemental, des avancées, des reculs, des surplaces. Aux États-Unis, par exemple,
il y a des avancées puis des reculs. Reagan reconnaît le génocide, mais Obama utilise le terme d'atrocité de 1915. En France, plusieurs paliers, Mitterrand, 84, à Vienne, une ville assez arménienne, justement. Et en revanche, après, le vote à l'Assemblée nationale en 2001. Du côté turc, le négationnisme reste absolument obstiné de la part de l'État. Il y a certainement là des causes structurelles ou conjoncturelles, ou les deux. Mais dans la société turque, une partie du chemin s'accomplit. Et vous dites qu'il y a un avant et un après, à ce titre-là, par rapport à l'assassinat de Hrant Dink en janvier 2007. Oui, alors, bon, ce sont deux histoires qui sont quand même assez distinctes. Il y a l'histoire de la reconnaissance du génocide dans les nations occidentales. Là, c'est vrai qu'il a pu y avoir à certains moments des pauses, des stagnations, mais jamais longtemps. Et disons que la concordance entre le contenu de la revendication arménienne et les valeurs occidentales était assez forte pour qu'il soit assez difficile de tenir contre la reconnaissance du génocide arménien, ce qui fait que malgré l'importance des liens économiques, diplomatiques, etc., ce qui fait que les États-Unis, malgré effectivement les revirements de Ronald Reagan, malgré les déceptions causées par Obama, les États-Unis, par la voix de Joe Biden, ont fini par reconnaître le génocide l'année dernière, en 2021. On voit une trace. Alors, quel a été le rôle du terrorisme là-dedans? Il est vrai que le terrorisme issu des Arméniens du Liban à travers la Zala, je crois qu'on en parle un peu dans le film de Guédiguian, que certains d'entre vous ont vu tout à l'heure. Il a eu un rôle d'amplification, oui, ça, oui. D'amplification de la revendication. Mais il n'a pas été, il faut insister quand même sur deux choses, il n'a pas été premier dans puisque la revendication de reconnaissance avait été portée sur le plan diplomatique à l'ONU dès le début des années 70, par un rapport qui avait été déposé auprès de la sous-commission des droits de l'homme de l'ONU. Et d'autre part, l'autre chose à voir, c'est que ce terrorisme continue d'une certaine façon, le souvenir de ce terrorisme continue à être un frein dans la reconnaissance qui pourrait intervenir de la part de l'État turc. C'est-à-dire que les diplomates turcs font une affaire personnelle. Voilà, ils étaient les premiers visés lors de ces attentats. Or, d'habitude, dans ce type de situation, ça devrait être la diplomatie qui dise aux dirigeants de l'État: arrêtez de vous accrocher à cette fable qui nous rend ridicules et odieux à l'ensemble du monde. Mais là, les diplomates ne peuvent pas le faire parce qu'eux-mêmes ont éventuellement perdu un parent. Voilà. Alors la société civile, elle, en revanche... Voilà, la société civile, elle bouge. Elle bouge. C'est pour ça que j'ai dit à un moment, il y a un avant et un après Hrant Dink. Hrant Dink, c'était un journaliste arménien turc, c'est de citoyen turc et d'origine et d'inspiration arménienne, qui voulait ouvrir de nouvelles portes entre les sociétés civiles, pensant qu'ensuite les États suivraient. Et en essayant de faire en sorte, dans toutes ces relations avec les Turcs, de tout ramener au présent et à l'enrichissement qui peut être celui de relations confiantes, à condition que les mémoires soient satisfaites, de relations présentes entre les Arméniens et les Turcs. Il a été assassiné par des ultranationalistes, mais son assassinat a été l'occasion d'un électrochoc en Turquie qui a fait que
une partie de la société civile s'est rendu compte qu'elle ne voulait plus s'identifier, elle ne voulait plus identifier l'appartenance au peuple turc avec pratiquement, on pourrait dire, la célébration ou en tout cas la défense et illustration du génocide. Et malgré alors au début, il y a eu quelques années, j'allais dire presque enchantées de ces rapprochements entre la mort de Hrant Dink et 2016, où il y a eu le coup d'État manqué en Turquie. Il y a eu beaucoup d'événements, soit des rénovations d'églises, soit des municipalités dans les villes kurdes qui ont reconnu leur rapport avec les Arméniens, qui ont fait publier des journaux municipaux avec l'arménien comme deuxième langue après le kurde. Donc il y a eu beaucoup d'éléments, des expositions photos montrant l'importance de la place des Arméniens dans la Turquie ottomane. Enfin, beaucoup de choses. Et surtout, le plus important, toutes ces enquêtes et ces témoignages qui ont fait apparaître la part des Arméniens qui avaient été islamisés pendant le génocide et ensuite avaient caché leur arménité, un peu comme les maranes juifs d'Espagne avaient caché leur judaïté. Et bon, tout ça, c'était un monde en train de se réchauffer et d'inventer de nouvelles formes de société. Et ça a été complètement bloqué, paralysé par la reprise de la guerre entre l'État turc et les milices du PKK kurde. Et également par le durcissement, l'autoritarisme et le nationalisme redoublé du régime d'Erdogan à partir de 2016. Donc on est dans une situation d'arrêt. Mais arrêt ne veut pas dire que tout est fini, parce que les gens se connaissent. Il y a une influence même sur les partis politiques. Bien sûr, le parti qui représente les minorités en Turquie et qui a fait de la reconnaissance, HDP, qui a fait de la reconnaissance du génocide arménien l'un de ses points de programme. Sans aller jusque-là, le Parti social-démocrate, qui est pourtant le parti héritier de Mustafa Kemal, a, par la voix de son dirigeant, déclaré récemment que la Turquie devrait affronter des questions de mémoire. Bon, on ne peut pas dire que la porte soit complètement close à de nouveaux échanges. Bien, merci pour tous ces éclairages. Alors, je vais, à titre de transition, vous faire une petite citation de William Saroyan, un écrivain américain d'origine arménienne, qui est né et mort à Fresno, la ville, dit-on, la plus arménienne de la Californie. Alors elle est tirée. Maintenant, ça n'est plus Fresno. Ça n'est plus le coup. Il y en a une ou deux autres qui ont dépassé. Ouais. Alors, voici cette citation. « Je voudrais voir quelle force au monde peut détruire cette race au sens de peuple, hein. Cette petite tribu de gens sans importance dont les guerres ont été perdues, dont les institutions se sont effondrées, dont la littérature n'est plus lue, la musique plus écoutée, dont les prières ne sont plus exaucées. Allez-y, détruisez l'Arménie, voyez si vous pouvez y parvenir. Envoyez ses habitants dans le désert, sans pain ni eau, brûlez leurs maisons et leurs églises. Voyez alors s'ils ne riront pas de nouveau, s'ils ne chanteront ni ne prieront de nouveau. Car partout au monde où deux d'entre eux se rencontreront, vous verrez qu'ils créeront une Arménie nouvelle. » Donc, cette belle citation nous incite à parler maintenant des diasporas. On évalue à peu près entre 7 et 9 millions les Arméniens vivant hors d'Arménie. Une carte nous montre la répartition des Arméniens hors du territoire d'Arménie, avec plusieurs pôles. On peut se concentrer là-dessus. La Russie en particulier, les États-Unis et la France. Alors, comment expliquer cette répartition ? Il faut que j'ajoute d'abord quelque chose, c'est qu'il y a aussi les pays du Moyen-Orient, Syrie, Liban, Iran, oui. À un moindre titre Irak,
ce sont des pays qui ont été les premiers pays d'accueil des rescapés du génocide dans les années 20. Et qui ont permis aux Arméniens de la diaspora de recréer leurs institutions, leurs partis, leurs organisations de bienfaisance, leurs clubs de foot, enfin toutes les institutions imaginables. Et le phénomène important en termes de diaspora contemporaine, on parlera si vous voulez après de la diaspora la plus ancienne, mais dans la diaspora contemporaine, le phénomène important, c'est que ces minorités-là, les minorités du Proche-Orient, sont en train de se vider de leurs Arméniens, alors que jusque-là, on pouvait considérer qu'il y a toujours eu une diaspora arménienne, mais c'est en Occident qu'elle avait tendance à se diluer dans l'individualisme, l'égalité des droits, etc., alors qu'en Orient, il pouvait arriver qu'elle subisse des persécutions, mais elle était protégée par un système politique qui était un système construit sur les communautés. Hein. Pas simplement l'Empire ottoman, on le dit toujours pour l'Empire ottoman, mais bon, déjà l'Empire ottoman, ça veut dire aussi la Syrie, aussi le Liban, aussi l'Irak et aussi l'Égypte. Mais en Iran, pareil. Et ça, cette ressource-là, cette réserve-là, a tendance à disparaître. Elle a tendance à disparaître, ce qui fait que les points forts maintenant de la diaspora sont, d'une part, les diasporas occidentales, notamment américaines et françaises, qui étaient, on peut dire, les deuxièmes diasporas après le génocide de 1915. Et la nouveauté, c'est la diaspora russe, très importante après l'indépendance. Alors, la France donc a une place particulière, a été une destination privilégiée. Est-ce qu'on peut l'expliquer? Certainement. Alors, les relations entre la France et l'Arménie, finalement, elles sont quand même assez anciennes, oui. Puisque on cite toujours la Cilicie, c'est-à-dire la période des croisades où les croisés avaient besoin d'alliés sur place, d'alliés orientaux. Et il n'y avait pas tellement d'alliés orientaux possibles. Il y avait principalement les Grecs et les Arméniens. Le problème, c'est que les Grecs étaient en compétition impériale et théologique directe avec les croisés catholiques. Donc, ça ne marchait pas bien entre eux. Alors que les Arméniens étaient chrétiens, mais n'étaient pas pro-grecs. Ils n'étaient pas catholiques non plus, mais il n'y avait pas d'hostilité et de contentieux, disons. Il n'y avait pas de contentieux, plutôt. Ce qui fait que c'était les alliés privilégiés sur place des croisés, et notamment dans cette partie de la région qu'on appelle la Cilicie, où un royaume arménien venait de se créer. Il venait de se créer loin des terres originelles de l'Arménie, à 800-900 km. Il y a 800-900 km entre le mont Ararat et la Méditerranée. Ce royaume arménien a duré, avec des fortunes diverses, pendant 2 siècles, entre le XIIe et le XIVe siècle. Et il a fini par disparaître, avalé par les Mamelouks d'Égypte. Mais il a permis aussi des échanges intellectuels et des échanges dynastiques entre des familles françaises, notamment les Lusignans du Poitou. Et, on est en Nouvelle-Aquitaine. On est en Nouvelle-Aquitaine. Donc, ça n'a pas été jusqu'à promettre à Aliénor d'Aquitaine d'être reine d'Arménie, mais la famille des Lusignans a été la principale famille régnante de ce royaume de Cilicie, au point que, lorsque les Mamelouks ont chassé le dernier roi d'Arménie, ce dernier roi a été d'abord emprisonné, ensuite on l'a racheté. Il est venu en France, puisque la famille était d'origine française, à l'époque de Charles VI, et il a obtenu, lui, il aurait voulu que les Français et les Anglais fassent la paix au moment de la guerre de 100 ans. Ce n'était pas évident, pour aller ensemble reconquérir la Cilicie. Ça ne s'est pas passé, mais à défaut d'un avantage collectif aussi important, il a obtenu un avantage personnel qui, pour nous, est symbolique, c'est qu'il a eu un gisant
une statue de gisant pour lui. Et cette statue de gisant, toute prête, toute médiévale, toute jolie, elle a été la première à être abritée à Saint-Denis lorsque Saint-Denis a recommencé à fonctionner après la Révolution française. Parce qu'on a reconstruit en plus grand et on avait besoin de gisants du Moyen-Âge, il n'y en avait pas tant que ça. Et le résultat est que ce Léon V ou VI de Lusignan est le seul roi d'un pays autre que la France à être enterré à Saint-Denis. Et il a légué. Il est français, aussi, mais il est roi d'un pays autre que la France. Il a légué à l'Arménie aussi ses couleurs. Alors oui, c'est lui, les couleurs du drapeau arménien, rouge, bleu, orange, c'est les couleurs du blason des Lusignans. Voilà. Alors, avant le XXe siècle, il y a eu d'autres exils. Alors, avant de parler de ça, il faudrait quand même dire que il y a des Arméniens, comme vous le dites, vous avez dirigé, coordonné un numéro de la revue Historien intitulé « Ces Arméniens qui ont fait la France », où vous faites justement la biographie rapide de nombreux Arméniens. Alors, on les connaît tous, évidemment, mais... Oui, bon, le plus célèbre, c'est évidemment Charles Aznavour, oui, qui était d'une famille d'artistes arméniens. Le père était chanteur aussi, et Charles Aznavour qui en est venu à représenter la chanson française, et à d'autant plus juste titre qu'il a une vraie créativité, un vrai plaisir de l'invention poétique française, telle que peut-être un immigré là plus qu'aucun autre, parce qu'il découvre, il déguste, et il a envie de produire des textes comme ça, quoi, avec quelques mots très simples et très forts. Derrière Aznavour, ben oui, il y a d'autres. Il y a Henri Verneuil, par exemple, qui, dans la génération d'avant Robert Guédiguian, qui a fait pas mal de films et qui s'est offert le plaisir tout arménien de résoudre une enquête d'espionnage avec l'Ararat, grâce à l'Ararat. C'est-à-dire qu'il y a un espion dont on se demande s'il est un agent double, et après, en regardant bien une photo qu'il a prise de l'Ararat, on voit qu'effectivement, elle a été prise du côté soviétique. Parce que l'Ararat, en fait, il y a deux montagnes. Il y a deux montagnes, une plus petite et une plus grosse. Alors, selon là où on est, la plus petite est à gauche ou à droite. Et donc là, on découvre qu'effectivement, il était en Union soviétique et que donc il était un agent double. C'est le petit plaisir de Verneuil. D'accord. Alors, oui, avant le XXe siècle, il y a eu d'autres exils, souvent forcés, qui ont jeté les Arméniens sur les routes et sur les mers, quelquefois. Il y a un exemple intéressant, c'est celui de Djoulfa. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, je vais dire quelques mots, mais je voudrais dire aussi, oui, qu'il y a plusieurs villes qui, au cours de l'histoire, ont été un peu la ville leader ou la ville vitrine de la diaspora arménienne. Il y a eu Jérusalem, on y reviendra peut-être. Il y a eu une ville qui a totalement disparu, qui était au bord de la mer Noire, qui s'appelle Kaffa, où les Arméniens ont été venus à cause des contacts qu'ils avaient déjà avec les Génois pour faire le commerce tout autour de la mer Noire. Et c'est là qu'ils ont inventé des systèmes de guildes ou de corporations, de gestion de corporations pour la communauté arménienne. Et puis, il y a eu effectivement la nouvelle Djoulfa, qui est un quartier d'Ispahan, qui était à l'époque, au XVIIe siècle, la capitale de l'Empire perse. Ces Arméniens avaient été enlevés, on peut dire enlevés collectivement par le Shah de Perse pour être déportés dans sa capitale, parce que le Shah de Perse savait
qu'ils étaient des commerçants très efficaces. Alors, ils venaient de cette région dont on a parlé tout à l'heure, le Nakhichevan. Vous savez, l'une des 3 régions que Staline devait répartir entre-temps, donc les Azéris étaient devenus plus nombreux. Mais à l'époque, au XVIe siècle, le Nakhichevan était une région majoritairement arménienne. Et de là, donc, les commerçants arméniens ont été déportés à la Nouvelle Julfa et ils ont construit des fortunes considérables, notamment dans le commerce de la perle, mais aussi de la soie. Et puis il y a eu le café, enfin il y a eu tout ce qui était produit de luxe passé entre leurs mains. Et donc ils étaient soit eux-mêmes commerçants, soit experts pour la couronne perse. Et leur fortune était telle que ce sont eux qui ont donné le coup d'envoi à une dispersion encore plus grande, puisque de la Nouvelle Julfa, ils sont allés en Inde en même temps que les Anglais, notamment à Calcutta et Madras, et puis ensuite à Singapour, à Java, enfin de plus en plus loin. Et ils ont très souvent construit leur réputation sur le goût du luxe, du service, de la beauté. Une autre histoire est celle d'une religieuse arménienne qui vivait à Singapour et qui a créé une fleur là, au XIXe siècle, une variété de myosotis qui est devenue la fleur nationale de Singapour. Alors on dit que partout où s'installent les Arméniens, ils construisent des églises et ouvrent des imprimeries. Est-ce que c'est une légende, une réalité? Alors non, ça n'est pas une légende. Il y a beaucoup de légendes dans l'histoire d'Arménie, mais là, ça n'est pas une légende. Les Arméniens arrivent dans des conditions qui peuvent être plus ou moins favorables et faciles dans un pays nouveau, où d'habitude ils arrivent parce qu'il y a déjà un Arménien au moins qui y est. Ils travaillent, puisqu'ils ont la réputation de travailler dur, et c'est vrai que leur premier investissement collectif, c'est une église. Alors l'église ensuite est accompagnée souvent d'une école, mais c'est vrai que l'église est le premier bien collectif qui manifeste en fait à la fois l'ancrage dans le pays d'accueil, c'est de la pierre quand même, c'est un investissement, et en même temps l'attachement au pays, puisqu'il y a cette particularité de l'église arménienne sur laquelle on reviendra, qui est qu'elle est, vous avez dit tout à l'heure, autocéphale, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais en tout cas indépendante. Oui, parce que l'Arménie revendique d'avoir été le premier État chrétien en 301 de notre ère, évidemment, avant même l'édit de Constantin, c'est dire l'ancienneté de cette église. Alors, il y a une part de légende, une légende où il est question d'un roi sanglier, d'un saint qui serait resté 13 ou 14 ans dans un puits. Alors, que l'on voit dans le film, justement, que certains d'entre vous ont vu, le voyage en Arménie, on peut le visiter, etc. Mais il y a alors sans doute une part de légende, mais un fait historique incontestable. Il y a bien une conversion du roi et immédiatement de toute la population en 301. Alors, la vérité, c'est que l'Arménie a été le premier État, ou disons la première nation chrétienne. Ce qui est une légende, c'est que ce soit en 301 avant Constantin. Il est probable que ça a été en même temps que Constantin, un peu plus tard, voilà, ou légèrement plus tard, et ça correspondait pour les Arméniens à la volonté de se rapprocher de Rome à un moment, j'ai dit tout à l'heure qu'ils étaient tout le temps déchirés entre Rome et la Perse, à un moment où leur relation avec la Perse était mauvaise, et donc ça a été un choix, on peut dire, d'occidentalisation. Ça, c'est vrai. Alors maintenant, l'histoire elle-même qui raconte ça, et on voit effectivement la grotte de Khorvirab, où l'homme qui a converti l'Arménie, Saint Grégoire, est réputé avoir été enfermé pendant plus de 12 ans, 13 ans, 14 ans.
Ça, évidemment, bon, ça fait partie. Oui. Mais il y a quelque chose dans ce qui... Il y a les choses les plus originales à nos yeux de contemporains de cette histoire sont le moment où le roi, puni par Dieu, devient un sanglier, se vautre dans la boue, enfin on croirait du Michel Tournier, se vautre dans la boue, etc. Mais les choses les plus réellement étonnantes, je ne sais pas si c'est ça, ou si c'est le fait que très vite, ce christianisme-là est soucieux de son indépendance. C'est ça. Donc il est autocéphale, hein, c'est-à-dire qu'il se dirige lui-même. Alors, au début, c'est pas le cas. Au début, Oui. le Grégoire va recevoir comment on dit, va être consacré par l'archevêque de Césarée, de Kayseri, au milieu de l'Anatolie, donc par l'Église grecque. Mais très vite, moins de 100 ans après, il va se débrouiller, enfin pas lui, mais ses successeurs vont se débrouiller pour ne devoir leur fonction qu'à eux-mêmes. Et ça, c'est en réutilisant une coutume perse, c'est-à-dire que le porte-parole de l'Église, le primat de l'Église, est lui-même en capacité de transmettre sa fonction à ses héritiers. Hein, on est dans un régime, je ne sais pas s'il faut dire féodal, où toutes les grandes charges sont héréditaires. Et le catholicosa, c'est-à-dire le leadership religieux, est considéré comme une charge comme les autres. Elle est héréditaire. Et puisqu'elle est héréditaire, on n'a pas besoin d'aller demander aux Grecs de consacrer le chef de l'Église. Très bien. Alors, il faut avancer parce que l'heure tourne. Et je voulais vous demander, alors, quels sont les éléments en termes d'édifices ou d'art sacré qui correspondent. Alors, il y a les églises d'une forme particulière. On a cette église dite catholique, oui, il faut prononcer correctement, à Yerevan. Avant et après les travaux de restauration, on voit dans le film justement cette église où se rend Anna et son chauffeur de taxi avec cet environnement de bâtisse stalinienne, et on voit l'effort qui a été fait pour les éliminer et les remplacer par un nouvel ensemble. Oui, parce qu'elle est assez typique, effectivement, on peut dire emblématique de la persistance de la traversée des siècles par les églises arméniennes. Donc celle-là, elle a près de 1000 ans, je crois qu'elle est de 1100 ou 1200. 13e. Ah, oui, 1200, oui. Bon. Elle pourrait être encore plus vieille au sens où il y a un air de famille entre toutes ces églises arméniennes du haut et du bas Moyen-Âge, c'est-à-dire l'aspect conique, l'octogone, la pierre de tuf, le clocheton, tout ça leur donne de très loin tout de suite une signature. Oui. Ça, c'est les églises, donc il y a cette signature, mais malgré tout, qui n'est pas tout à fait le monopole de l'Arménie, parce que si vous voyez des églises géorgiennes, elles ressemblent aussi beaucoup à ce type d'architecture, qui a aussi ses raisons, c'est-à-dire qu'on est dans des pays de failles sismiques très fréquentes, on est aussi dans des pays où il peut y avoir des attaques très violente. L'aspect défensif. Oui. Donc il y a un aspect défensif, il y a un aspect très ramassé. Oui. Il faut vraiment ramasser le maximum de sacralité dans un espace lui-même limité. Et puis alors l'autre élément, voilà, l'autre élément. Alors en arménien on appelle ça les khachkar, ça veut dire les pierres à croix. C'est pas des croix de pierre comme certains calvaires, c'est des pierres sur lesquelles est sculptée une croix.
Alors, c'est plus solide qu'une simple croix, et ça porte un message qui est celui, la croix en question, elle est bourgeonnante. Oui. C'est-à-dire que c'est un message chrétien qui, en tant que tel, n'est pas d'une originalité folle, hein, c'est la résurrection après la crucifixion. Mais c'est devenu, pour les Arméniens, aux alentours du Xe, XIe siècle, un emblème de leur création, de leur créativité collective, parce que c'est quand même plus rapide à construire qu'une église, d'une part. Deuxièmement, c'est, sans le dire vraiment, mais il y a une sorte de compromis avec l'islam dominant autour, puisqu'il n'y a pas de représentation humaine. Hein, il y a pas, c'est la croix, bien sûr. Sans elle le n'est pas cachée, la croix. Oui. Mais, après tout, il n'y a pas de Jésus, il n'y a pas de Vierge, il n'y a pas de figure humaine. Hein. Voilà. Alors, elle a évolué dans les âges. Hein. C'est-à-dire qu'au début, c'était souvent un ex-voto, un remerciement. Et puis ensuite, c'est devenu, surtout dans la période la plus récente, dans la mesure où ça a été identifié de façon un peu nationale, pour ne pas dire nationaliste, comme l'art arménien par excellence, elle est devenue un élément de cimetière, un élément de rappel collectif de certains massacres, ou par exemple les victimes du massacre de Sumgait en Azerbaïdjan 88, dont j'ai parlé tout à l'heure, ont leur croix en pierre sur la colline du monument au génocide de Yerevan. Alors, environ un siècle après la naissance de l'Église arménienne, apparaît un autre fondement de la culture, c'est l'écriture. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu dans quelles conditions oui. et avec quels moyens a été forgé cette écriture, enfin ce nouvel alphabet? Oui, alors on retrouve pas mal d'éléments dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire, et d'abord, le souci très fort dans l'Église arménienne de l'indépendance. Donc, que constatent les dignitaires arméniens, politiques et religieux d'ailleurs ensemble, au bout d'un siècle, c'est que malgré la conversion, le christianisme n'a pas pénétré suffisamment dans la population arménienne. Et ceci, pourquoi ? Parce que la messe est dite en grec ou en syriaque. En grec dans le nord, en syriaque dans le sud. Pourquoi ? Parce que les livres, la Bible notamment, sont écrits en grec ou en syriaque. Alors, on pourrait se dire, il suffit d'adapter l'arménien à l'alphabet grec ou à l'alphabet syriaque. Mais cette solution, visiblement, n'a retenu personne. La solution qui est trouvée, c'est un moine qui représente l'esprit d'éducation de l'ensemble du peuple, qui dit il faut qu'on ait un alphabet. Il va voir le patriarche qui s'appelle alors le moine s'appelle Mesrop, le patriarche s'appelle Saint Sahak, qui dit c'est une très bonne idée. Comme ça, on aura un clergé qui sera d'un niveau supérieur à ce qu'il est maintenant, parce qu'il aura un accès direct au texte saint. Il faut qu'on aille voir le roi. Ils vont voir le roi s'appelle Vram Chapou, il est malin et il est prudent. C'est-à-dire, il dit, oh là là, alors ça, on peut peut-être essayer de faire ça, mais il ne faut pas le faire en public, ou en tout cas, il ne faut pas que les Perses voient ça comme un instrument contre eux, parce que ça peut être un instrument contre les Perses, dans la mesure où ça consiste à renforcer encore l'identité chrétienne de l'Arménie. Donc, ce que tu vas faire, dit-il au moine, c'est que tu vas aller en Perse et tu vas regarder si les Perses eux-mêmes ont essayé d'inventer un alphabet pour les Arméniens, de faire quelque chose, mais qui soit perse, donc légitime à leurs yeux. Ce qui devait arriver arrive, il y va, mais ce qu'il découvre est absolument inutilisable, inintéressant, et donc ça lui donne le droit, d'une certaine façon, d'aller chercher en Grèce des solutions pour faire un alphabet en arménien. Et donc il crée un alphabet
qui est un alphabet qui ressemble à l'alphabet grec dans l'ordre, dans l'esprit, c'est-à-dire il y a des voyelles, un certain nombre de choses comme ça, mais où il s'évertue à faire des jambages qui compliquent et rendent la chose énigmatique pour que la cour perse, en voyant ça, se dise pas tout de suite c'est un alphabet grec, c'est contre nous. Alors, je crois qu'il faut vraiment avancer et nous dire seulement que l'intérêt de cette écriture, c'est de... Bon, je dis quand même un mot sur l'intérêt de cette écriture. L'intérêt de cette écriture, c'est qu'une fois qu'on a ça, 20 ans après, l'Arménie est divisée entre la Grèce et la Perse, peu importe, elle peut partager les mêmes textes. Alors, ce qu'on voit là, c'est à gauche quelque chose qui existe ailleurs, mais que les Arméniens pratiquent beaucoup. Ce sont les tables de concordance pour la messe. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, scène de l'Annonciation, Jean 3, 2, Luc 5, 4. Enfin, on peut. Donc, c'est un guide pour celui qui officie pour la messe. Et de l'autre côté, c'est la traduction des éléments d'Euclide en arménien, parce que j'ai donné une coloration, c'est vrai, très ecclésiastique à cette indépendance de l'Arménie, mais il faut voir aussi que chaque choix qui était fait était d'un côté un choix religieux, mais de l'autre côté, et très souvent, un choix de participer à la culture universelle, de ramener ce petit coin de terre perdu de l'Arménie à la scène mondiale, lui donner les moyens aux Arméniens de comprendre Euclide, mais aussi d'autres textes importants, Platon ou Aristote, et ensuite de participer à ce mouvement des Lumières. Ben, je crois que ce sera la conclusion un petit peu hâtive, mais nécessaire de cet exposé.